de sujets de vive actualité politique, économique, et vous êtes près de 450 inscrits pour en savoir plus sur ces annonces faites par le Premier ministre et par ses deux ministres en charge du logement, Christophe Béchu, et notre nouveau ministre du Logement, Guillaume Kasbarian. Vous savez que notre production de logements est à l'étiage. Il faut remonter à la fin des années 90 pour trouver des chiffres aussi faibles. 2023 s'est terminé avec 283 000 logements construits. Et ce que le gouvernement, avec conscience des problèmes d'évidence, a annoncé, c'est un choc d'offres. Alors, ce choc d'offres, Gabriel Attal lui-même a pu préciser lors de son discours de politique générale devant la représentation nationale, à l'Assemblée et au Sénat, mais plus récemment à Villejuif, identifié comme l'un des 22 territoires engagés où on va tout faire pour booster la production. Il a annoncé que le gouvernement avait la volonté d'explorer 3 solutions et de les mener à bien. Ces 3 solutions, elles portent sur la transformation des bureaux en logements, mais également sur la surélévation et la densification grâce à la surélévation, et puis sur la construction des maisons dans le jardin. Je vous le dis en français, je pourrais vous le dire en anglais aussi, hein, c'est Build in my backyard, aussi pour prendre le contre-pied de cette tendance à ne pas vouloir qu'on construise à proximité de chez soi. Eh bien, le Premier ministre dit si ceux qui ont des maisons avec des grands terrains acquises il y a 20 ans, 30 ans, parcellisent ces terrains, ils font construire d'autres maisons, ils favorisent la construction. Eh bien, voilà une 3e solution additionnée aux 2 autres qui va relancer la production. Voilà. Alors, il y a eu du scepticisme dans la filière immobilière. Pour autant, ce sont des vraies solutions qui ne sont pas nouvelles, on en parle depuis longtemps. Il s'agit aujourd'hui d'évidence de les favoriser. Je voudrais remercier les experts que nous avons conviés. Ils vont nous aider à traiter ces 3 grands sujets pour mesurer leur réalisme, pour mesurer les freins, mesurer les effets, selon eux, que ces voies pourront avoir. Par ordre alphabétique, Nicolas De Bruyne, il est directeur de marché chez Adéquation, il nous présentera son entreprise. Il fera d'ailleurs un duo, parce qu'ils sont l'un et l'autre des spécialistes du domaine des bureaux, dont on va parler, avec Blaise Heurteux. Blaise est associé fondateur de la Place de l'Immobilier. Lui aussi, s'il le veut bien, nous présentera sa société. Ils s'exprimeront donc conjointement sur ces mêmes questions. D'ailleurs, le nom d'Heurteux, je m'autorise ça pour les plus anciens qui sont ici, évoque Claude Heurteux, hein, voilà, le père de Blaise Heurteux, qui a été un professionnel de référence dans l'univers des bureaux, et que je salue avec beaucoup d'estime et d'affection. David Lacroix, on est toujours par ordre alphabétique, il est le patron de Maison Berval. C'est une grande enseigne de construction de maisons individuelles qui est aujourd'hui dans le groupe Exahomme, le leader français de la maison individuelle. Et il est aussi, il s'exprimera plus largement au nom de cette profession et cette activité, puisqu'il est le président pour l'Île-de-France du pôle Habitat FFB, c'est-à-dire le syndicat majeur des constructeurs de maisons individuelles. Pas le seul, il y en a un deuxième, et on a eu avec nous Damien Hérin d'ailleurs sur un autre débat il y a quelques mois. Mais David aujourd'hui représentera ce métier, cette activité. Et enfin, Didier Minieri, j'accueille avec beaucoup de plaisir, d'abord parce qu'il est basque, et donc j'ai forcément une faiblesse envers lui, mais surtout, il est le pionnier en France de la surélévation. Il porte cette solution depuis très longtemps, et aujourd'hui, la voilà en haut de l'affiche. Ça n'a pas été toujours le cas. Il mène ce combat depuis presque une vingtaine d'années, et il est architecte et spécialisé sur la surélévation. On le remercie d'être avec nous.
Voilà, alors pour en savoir plus d'ailleurs sur nos invités, je vous renvoie au site du Cercle des managers. Vous avez des biographies complètes parce qu'on a des experts qui ont des carrières denses et je ne peux pas tout dire. On y passerait tout le débat. Je donne la parole à notre président, Benjamin Darmouni. À sa manière, il va présenter le débat et on le mènera tambour battant. Merci Henri, bonjour à tous. On le sait tous, la situation actuelle est d'une gravité sans précédent. On le dit, on le répète. Henri l'a dit, la production de logements est à un niveau tellement bas que cela nous ramène il y a 35 ans. Je voudrais être clair et transparent. Le cercle n'est pas dans la critique des mesures mises en place par le gouvernement, mais souhaite dépasser ce stade et évoquer les solutions qui s'offrent à nous. Nous devons agir et agir vite, toutes les solutions seront les bienvenues afin de sortir de cette crise. Alors évidemment, la surélévation est une solution, la transformation de bureaux en logement en est une autre, mais très clairement, est-ce que ça va suffire? Est-ce que les lourdeurs administratives dans notre pays ne sont pas une obstruction? On est là pour vous écouter et on espère qu'on aura, après notre heure et demie, beaucoup de solutions pour sortir de cette crise rapidement. Alors, Benjamin évoque à juste titre une autre voie désignée comme prioritaire encore ce matin par Guillaume Kasbarian, qui s'exprimait du MIPI Macan, c'est la simplification. Et je pense qu'effectivement, on va retrouver ce thème au cœur des trois grands sujets que vous allez explorer avec nous de façon experte. Je voudrais aussi avoir l'honnêteté de vous dire que nous avons souhaité avoir avec nous un maire ou un élu local, en tout cas de référence, président, vice-président de métropole. Deux grands élus ont souhaité être avec nous et ils en ont été empêchés. Voilà. Alors, comme vous avez tous des liens, je parle à nos experts avec ces élus, vous pourrez nous éclairer sur ce qu'évoquait Benjamin, c'est-à-dire la volonté, notamment politique, des élus locaux. Mais je veux les citer parce qu'ils auraient voulu être dans ce débat. C'est Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole. Il se passe beaucoup de choses ces jours-ci à Toulouse. Il y a eu des drames et évidemment l'emploi du temps du maire en est bouleversé. Je parle de l'effondrement du pont, l'effondrement d'un immeuble. Voilà, donc ça l'a empêché d'être avec nous. Et un autre élu, Renaud Peyre, qui est vice-président de la métropole de Lyon, l'aurait souhaité aussi et son emploi du temps ne le lui a pas permis. Voilà, donc je tiens à le dire par respect pour eux, parce que ce débat, évidemment, les concernait directement, et on parle de villes ou de métropoles qui explore et davantage ces voies. Allez, on va commencer. C'est la liberté d'animateur, parce que les trois sujets sont d'égale importance. Mais David Lacroix, si tu le veux bien, et ça nous permettra de rappeler que le type d'habitat préféré des Français reste la maison individuelle. On peut bien dire, Benjamin l'a dit, on n'est pas là pour critiquer de manière négative la politique. On va simplement factuellement remarquer que depuis, pour ainsi dire, 3 ans, il y a une disqualification de la maison individuelle dans les discours politiques. Inversion, Gabriel Attal a pris la parole pour dire l'habitat individuel, bien sûr, ne peut pas être négligé, les Français le souhaitent. Alors ça, déjà, c'est une satisfaction. Puis voilà qu'il y a cette incitation à construire dans le jardin. Donc on va commencer par parler de la maison individuelle, que 75% des ménages souhaitent dans toutes les enquêtes, quel que soit le moment où elles sont menées, période de crise ou pas. Alors, que penses-tu de cette solution? Qu'est-ce qu'il faut mettre derrière cette image? Le Premier ministre est allé jusqu'à dire, à faire une simulation numérique en disant il y a en France, alors d'ailleurs il a dit 16 millions de propriétaires de maisons individuelles, je crois que c'est 18. Bref, si 1%, on va prendre sa base de calcul, si 1% d'entre eux acceptent de céder une partie de leur terrain à des personnes qui souhaitent faire construire une maison, eh bien, ça nous fait 160 000
unités qui seraient produites. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'on est dans le réalisme? Quels sont les freins? Est-ce qu'on est dans le fantasme, dans le gadget, ou est-ce que réellement, avec l'expérience professionnelle que tu as, on va là vers un soutien à la construction grâce à la maison individuelle? Et on va peut-être parler aussi quand même de financement, parce qu'à ma comment le prêt à taux zéro, au moment où on parle, exclut toujours le financement de la primo-accession en maison individuelle. Ok, merci Henri de me donner la parole. Premièrement, je suis effectivement au pôle habitat Île-de-France. On représente les constructeurs, mais pas seulement. On représente aussi les promoteurs et les aménageurs lotisseurs. La maison individuelle, c'est le rêve des Français. Il y a pas si longtemps que ça, il se produisait environ 150 000, mais se construisait environ 150 000 maisons par an en France. Là, on est tombé sur l'année dernière, je crois, à 58 500, d'après les statistiques que j'ai. On est sur une pente qui descend encore un petit peu sur ce 2 mois de janvier, avec une tendance sur une année pleine à 57 000. Donc, suivant les besoins, on estime que les besoins en logement, en construction neuve par an en France sont… alors, il y a plusieurs observations ou avis d'experts différents, mais on va dire que ça tourne entre 350 et 500 000. Donc, 1% des terrains sur lesquels on pourrait construire des maisons et qui représentent à peu près 150 000, ça ferait une année de production pleine de la construction de maisons. Absolument. Dans une bonne année. Sur le principe, c'est une bonne idée. Surtout que beaucoup de terrains qui offrent des superficies intéressantes sont en urbain. Je le vois, et ne serait-ce que pour le périmètre que je connais, l'Île-de-France, on a beaucoup de villes qui ont grandi. J'ai pensé à Hyères ou à Montgeron, par exemple, mais je les cite au hasard, comme je pourrais en citer plein, qui ont eu des zones où les pavillons sont construits dans les années 50, 60, 70, il y avait moins d'urbanisation qu'à l'époque, que maintenant, moins de densification, et c'était plus la mode aussi, d'avoir un grand terrain et d'aller sur ce qu'on appelait le pavillon, parce que je crois que la définition même du pavillon, c'est une maison construite avec un terrain dont on peut faire le tout en marchant. Alors, c'est d'ailleurs, si tu avais repris, je t'interromps, on va dire que c'est un clin d'œil aujourd'hui, puisqu'il y a eu un retour en arrière grâce au Premier ministre, mais Emmanuel Vargon avait dit la maison individuelle, c'est fini, cette maison dont on peut faire le tour, effectivement, et dont le terrain permet de faire le tour et d'installer un barbecue. Elle avait donné quelques autres précisions, mais c'est très exactement la définition du pavillon que tu donnais. Du pavillon. Et donc, effectivement, il y a eu des parcelles de 500, 600 mètres carrés, et aujourd'hui, parce que les modes ont changé, parce que le besoin d'avoir un grand espace vert se fait moins ressentir, et les gens sont plus concentrés sur une terrasse et sur juste un petit bout de terrain pour que les enfants puissent jouer, et pour mettre le fameux barbecue. Donc, il peut y avoir 300 mètres carrés de trop qu'on peut détacher. Avantage pour le propriétaire, et il a une rentrée d'argent qui n'est pas neutre, surtout que souvent, sa maison a été construite dans une zone qui, elle, s'est densifiée avec le temps et qui devient dans une ville très attractive. Je peux reciter Hyères et Montgeron au hasard dans le 91, et qui sont devenues des villes très denses avec beaucoup de services. Et donc, détacher une parcelle et la revendre, ça représente une plus-value foncière qui est loin d'être neutre. Après, je mettrais… je dirais pas un bémol, mais je pense qu'il faut distinguer les cas. Et dans les propos du Premier ministre Attal, j'ai pas tout à fait perçu ça, peut-être parce qu'il n'est pas allé au bout de son idée. Premièrement, parce que il y a des PLU qui, parce qu'ils sont organisés d'une manière assez intelligente, même si on détache une parcelle, comme on a des limites avec les propriétés voisines, des retraits espacements, la constructibilité n'est pas si évidente. C'est pas tout à fait en lien avec le sujet, mais je vais citer un exemple qui m'a beaucoup marqué, qui est récent. La descente de pente sur un sous-sol, avec ses garages, et dans les règles de construction de 18 degrés. On a découvert une commune, je ne la citerai pas, qui a fixé par PLU une descente à 15 degrés. On se dit, bon, un meilleur confort, la pente est moins raide. Mais ce n'est pas tout à fait ça le but. Quand vous êtes à 15 au lieu de 18, ça veut dire que l'accès au sous-sol doit être reculé. Il faut que vous ayez une pente plus douce. Donc le retrait de la maison par rapport à la rue va être plus grand. Comme vous devez construire dans une bande des 20 mètres, ça veut dire que vous acculez votre maison à la bande des 20 mètres et vous la comprimez sur la parcelle constructible. Quelque part, vous réduisez l'emprise au sol. Donc, vous réduisez la possibilité de construire en nombre de mètres carrés par rapport au terrain que vous achetez. C'est un moyen un peu détourné d'empêcher la construction et la densification en ville. Donc, ce que je veux dire, c'est que détacher des parcelles, c'est bien si les PLU jouent le jeu. Et si les PLU permettent effectivement ce détachement de parcelles, et ça, effectivement, ça peut apporter du terrain où il y a une clientèle. Parce qu'il y a une clientèle pour récupérer ces fonciers qui sont en centre urbain. Dans les propos juste une chose,
on ne t'a pas choisi au hasard, avec la responsabilité Île-de-France que tu as, et puis activité professionnelle. Tu nous parles là du territoire le plus dense et où il y a le plus de besoins. Bon, c'est clairement l'Île-de-France. Maintenant, si on élargit un peu le débat, et tu connais bien aussi les autres territoires, là, tu nous parles de terrains qui, historiquement, faisaient le double de ce qu'ils font aujourd'hui, ce qui permet déjà, voire triple. Voilà, hein, par 2, construire une maison. Est-ce qu'ailleurs en France, il y a 20 ans, 30 ans, les terrains n'étaient pas même beaucoup plus grands? Moi, j'entends parler de 2000, 3000, 4000 mètres carrés. Oui, ça arrivait, oui, bien sûr. Ça arrivait. Donc là, plus encore, on reviendra sur les règles d'urbanisme, hein, c'est un sujet majeur. Là, plus encore, on pourrait imaginer un propriétaire parcelliser son terrain pour y et faire avoir et libérer peut-être 2, 3, 4 parcelles. Et encore une fois, on revient sur des maisons qui se sont construites à l'époque sur des zones qui étaient très peu denses, qui se sont densifiées avec l'accroissement de la démographie et sur lesquelles il y a un intérêt pour des nouveaux acheteurs d'avoir ces terrains dans ces parcelles-là parce que c'est pas très loin des commerces, parce qu'il y a les voies de transport qui sont à côté. Donc il y a un vrai intérêt. Et comme je voulais préciser aussi, Henri, c'est que dans les propos du Premier ministre Attal, moi j'ai entendu autre chose, mais je me trompe peut-être. C'est qu'il y a un moment, il avait été évoqué aussi la possibilité de construire ainsi un logement pour des gens proches de l'occupant principal, c'est-à-dire les grands-parents, frères, sœurs ou l'enfant étudiant. Et donc, je me dis, mais est-ce que cette vision-là, elle est aussi dans le détachement de parcelles ou pas dans le détachement de parcelles? C'est-à-dire de permettre davantage de constructibilité toujours sur la même unité parcellaire. C'est-à-dire, je ne détache pas, mais je peux construire plus de mètres carrés sur mon unité parcellaire. Et peut-être que là, on arrive sur des logements un peu plus petits. Alors, je ne sais pas, sur le son fils étudiant, alors il y avait les moins de 20 mètres carrés, mais peut-être moins de 50 mètres carrés qui ne nécessitent pas de permis. Et à 49 mètres carrés, on peut faire un logement très bien, qui peut accueillir largement un étudiant, qui peut accueillir largement un couple de personnes âgées. Et ça peut aussi correspondre à un besoin de la population. Et je pousserais même le biais plus loin. Si on reste dans la même unité parcellaire, mais qu'on a la possibilité de construire plus en mètres carrés sur cette unité, un logement de 50 mètres carrés qui peut être autonome du logement principal, on peut aussi faire du logement locatif. Et il y a aussi une demande très forte de logement locatif. Alors, très intéressant. On voit que le sujet est riche et effectivement, mais je vais dire de manière très immodeste que ce qu'on va dire ce soir peut éclairer le gouvernement, le ministre du Logement. Nous avons, on le sait, parmi nos participants, des représentants des pouvoirs publics, et je vous dis que ce que vous nous donnez comme expertise peut préciser aussi l'action du gouvernement. On voit bien en effet qu'on peut, sans parcelliser, aussi construire, hein, sans division parcellaire. Tu évoques un sujet qui est majeur, qui est l'intergénérationnel. Où effectivement on va construire pour loger ou des parents plus âgés ou des jeunes qui vont procéder à leur primo-accession. Hein. On peut aussi leur faire donation d'une parcelle et ils vont faire construire la maison. Donc tous ces thèmes-là sont dans le sujet. Je reviens sur l'évolution aussi des maisons existantes. Alors tu nous disais, céder une parcelle, c'est dans des zones qui se sont beaucoup urbanisées, faire entrer de l'argent, beaucoup d'argent. Est-ce que cet argent ne peut pas aussi servir à faire évoluer des maisons qui sont périmées par leurs usages? Parce que, par exemple, un couple désormais sans enfants mais vieillissant va avoir des besoins d'adaptation. Est-ce qu'on ne peut pas surélever? On va en parler aussi tout à l'heure avec Didier, mais là, parlons des maisons. Est-ce qu'on ne peut pas étendre les extensions de maisons? Bien sûr. Voilà. Pour reprendre une vieille publicité des années 80, c'est un double effet. Peut-être pas qui se coule, mais c'est un double effet, à la fois qui permet la construction et la rénovation. Et puis le gouvernement peut peut-être se pencher sur le fait que quand on détache une parcelle ou qu'on arrive à faire une construction sur sa propre parcelle, qu'on bénéficie d'un système appuyé, aidé pour pouvoir faire la rénovation de sa propre maison. Tout à l'heure, tu disais, tu vas défendre ton métier qui est celui de constructeur. De la même manière qu'il n'y a pas un marché immobilier en France, il y a autant de marchés qu'il y a de zones, voire même des 36 000 communes, voire même des fois de rues différentes dans une même commune. Il n'y a pas un seul type de logement. Et je pense de dire que c'est la fin du modèle pavillonnaire et plutôt sectaire, si je puis me permettre. Le modèle pavillonnaire n'est pas seul, mais il correspond aussi à une demande d'une partie des Français. Comme de loger dans un logement de 50 mètres carrés sur une parcelle qui n'est pas forcément détachée peut aussi correspondre à un besoin, d'être dans le rénové ou d'être dans un appartement neuf. Il faut juste offrir cette diversité à l'ensemble des Français, c'est tout. Alors, on précisera peut-être une chose qu'on n'a pas dite, parce que voilà, on parle
à des professionnels sans doute ou des spécialistes qui nous écoutent. Mais enfin, soyons didactiques. On sait qu'on a reproché à la maison individuelle de conduire à l'artificialisation des sols, puisqu'il va falloir un terrain, un grand terrain ou pas. En fait, si le terrain a déjà servi à la construction d'une maison, il est déjà artificialisé. Bien sûr. C'est-à-dire que voilà, il ne rajoute pas de l'artificialisation, on est bien d'accord. Hein. Bien sûr, et autant si le terrain il peut avoir été dans une zone où il a déjà été considéré comme artificialisé, puis beaucoup de mes confrères ont démoli aussi pour reconstruire. On ne fait pas que sur du terrain totalement vierge de construction, il y a aussi de la démolition reconstruction qui se passe en zone urbaine ou périurbaine, et ça c'est un renouvellement également du paysage immobilier autour de nous. Il y a des questions du chat qui m'aident à tirer le meilleur parti de nos experts. Si on revient sur les règles d'urbanisme, il faut donc connecter ça aussi à la facilitation, à la simplification que souhaite le gouvernement. Il y aura bel et bien, je reviens à la question du PLU ou du PLUI, hein, les règles d'urbanisme local, il y aura des adaptations nécessaires dans un certain nombre de cas. Oui, bien sûr. Voilà. Et moi, ce qui me gêne un peu, c'est que les PLU sont presque individuels dans chaque commune. Et il y a toujours des détails, le diable est dans le détail dans le PLU. Et on peut avoir une commune qui a sorti quelque chose qui va être spécifique à elle et qui, pour des raisons X ou Y, va bloquer certaines constructions. Et je pense qu'il faudrait, de la part du gouvernement, un genre de tronc commun obligatoire qui assure également la construction. D'accord. Autre question très, très importante, elle pourra s'adresser également aux autres experts hein, sur les deux autres grands sujets. Les élus seront-ils partants pour que dans leur commune, tu as la cité, hein, notamment dans la région capitale, pour que cette densification ait lieu, sachant qu'elle va entraîner des demandes de services hein, typiquement, ce sont des primo-accédants, eh bien, il va falloir des crèches, parce que des enfants vont venir habiter cette commune, mais aussi des dessertes de transport en commun. Est-ce que tu sens qu'il peut y avoir des freins, sachant qu'il faudra des permis de construire, hein, bien sûr, délivrés par les maires pour ces maisons. Comment vois-tu, tu connais bien les maires, on n'en a pas avec nous, mais tu les as pour interlocuteurs permanents, tu as cité un certain nombre de communes. Est-ce que tu sens qu'il peut y avoir un élan encouragé par le gouvernement ou au contraire des freins? Il y a les deux. Ça dépend. Alors, il y a les deux. Déjà, ça dépend de la personnalité des élus et des convictions profondes qu'ils ont. Le deuxième point, ça dépend également du contexte de chaque commune. Tu parles des points de transport ou des capacités d'accueil des collectives, par exemple une école ou les équipements sportifs. Ça peut être également les réseaux d'eau. Ça peut être également les emplacements de parking, où un maire peut arriver à une forme de saturation. Et c'est pas tant qu'il ne veulent pas, c'est qu'il a aussi peur de ne pas avoir les crédits qui lui permettent de mettre à niveau ces équipements. Et puis, il y a un problème assez facile à comprendre, mais assez difficile à gérer, qui est le problème des effets de seuil. C'est-à-dire que, je ne sais pas, tu as des équipements scolaires dans une ville, je vais vraiment prendre des chiffres au hasard, qui permettent d'accueillir 2000 enfants. À 2050, 2100, 2150, ça va tirer de partout, mais tu vas y arriver. Mais à 2002, 2003, il faudra aller sur un nouvel établissement. Et cet nouvel établissement va coûter très cher pour en fait placer que 200 ou 300 enfants supplémentaires en marginal. Donc ça, c'est le premier point de frein qu'il peut y avoir. Et puis, il faut le dire. D'ailleurs, un de mes amis de la fédération emploie souvent cette expression. Il y a aussi la réticence et la résistance des déjà là. Les déjà là, c'est les gens qui habitent dans les villes et qui n'ont pas forcément envie d'avoir une densification, une arrivée de nouveaux arrivants, avoir des équipements qui vont, d'après eux, en préjugé, être surexploités parce qu'il y aura trop de gens pour les équiper et qui vont faire une forme de résistance active au cours des tiers ou plus passive. Aider le maire sur le marché, aller le voir à la mairie, lui écrire, lui téléphoner. Et les maires aussi parlent beaucoup de ça, des sollicitations très fortes qu'ils ont de la population et des oppositions qu'ils peuvent avoir. Donc ça rejoint un débat qui est politique et idéologique. C'est est-ce que sur certaines opérations ou sur la totalité des opérations, le pouvoir doit être au maire? Ou est-ce qu'on doit le décharger parce qu'il se trouve coincé entre le marteau et l'enclume, entre une volonté politique de développement? Parce que accueillir des nouveaux habitants, c'est accueillir des enfants, et accueillir des enfants, c'est assurer aussi une pérennité
dans une commune. Donc, c'est peut-être à un moment T un surcroît de population, mais à un moment U, donc après le moment T, c'est aussi la possibilité de dire mon école, ma population, mes services, je les garde parce que ma commune reste toujours active. Donc, je pense qu'à un moment, le maire, il est coincé par tout ça. Et il faut aussi que l'État comprenne qu'il faut peut-être leur dessaisir d'une manière ou d'une autre pour lui permettre de ne pas être coincé entre, encore une fois, le marteau et l'enclume. Alors, peut-être le faire monter d'un cran vers l'intercommunalité. Hein, par exemple. On va avoir un projet de loi décentralisation de la politique du logement. Ce sera sans doute un sujet majeur. Pour finir, les 160 000, le 1% des propriétaires actuels de maisons individuelles qui ont pu être tes clients, hein, enfin, dans une maison soixantenaire, je crois. Hein, donc vous avez, oui, enfin, pas le voir, 92. Oui, 92 ans. Là, donc vous êtes sur plusieurs générations. Vous avez pu construire pour des générations qui peuvent être concernées. Ça te paraît fou, 1% des Français qui sont en maison individuelle qui pourraient accepter ce mouvement, le céder une parcelle ou... Non, ça me paraît pas fou s'il y a une mesure d'incitation qui permette de le faire. Après, c'est toujours pareil, c'est où? Qui sont ces 1% de gens qui vont libérer ces parcelles et est-ce que ces parcelles correspondent aux besoins? Sans citer la ville, je suis allé en week-end chez mon frère qui habite dans le Beaujolais. On traverse dans le Beaujolais des villes-rues, c'est-à-dire une rue principale. La ville s'étale de part et d'autre de chaque côté. On voit beaucoup de logements vétustes, on voit beaucoup de possibilités de régénération urbaine. Mais est-ce que c'est là que les gens veulent habiter aujourd'hui? Certainement quelques-uns, mais pas tous. Donc le sujet, il est peut-être aussi d'accorder des bénéfices d'incitation, notamment par le montage qu'on a expliqué tout à l'heure, Henri, qui permettrait à la fois de détacher de la parcelle ou de faire une construction annexe et de bénéficier d'un effet de levier de rénovation sur sa propre habitation principale, mais aussi concentrer sur ces aides sur les zones où on en a besoin. Alors, merci beaucoup, on reviendra vers toi. J'aurai encore d'autres questions, mais merci, Henri. Chacun de nos trois thèmes mérite le même temps et attention. Didier, allez, on va passer à toi. Je demande de la patience encore à Blaise et à Nicolas. Surélévation, je le disais, tu en as été un pionnier, pas seulement pour te présenter, mais parce que cette idée, elle a connu beaucoup de freins, beaucoup de scepticisme, et voilà, il a fallu convaincre. D'évidence, tu as convaincu en tout cas Gabriel Attal, hein, tu fais partie de ceux qui, mais aussi de nombreux maires, hein, tu vas nous parler, hein, comme je l'ai demandé à David, le comportement des maires par rapport à ça. Est-ce que effectivement, et tu vas nous donner des chiffres, j'allais aussi demander à David, est-ce qu'il y a un potentiel réel? Est-ce que c'est une solution, une petite solution interstitielle, et puis qui ne concernerait que quelques villes? Quel type de logement, quel type d'habitat? Alors, il y a les immeubles privés en copropriété, pour la plupart, voire en toute propriété, il n'y en a pas beaucoup. Il y a peut-être aussi le logement social. Voilà, donc je voudrais que tu fasses un petit panorama de ça, avec des exemples si tu le souhaites. Et même chose, est-ce que c'est du réalisme? Quels sont les freins qu'il faut lever? Et peut-être que le gouvernement devra faire des choses et pas seulement décréter que c'est une solution. Merci Henri pour cette introduction. Ravi d'être avec vous pour parler de ce sujet. Alors, un qui me passionne, deux qui m'anime et dans lequel j'ai effectivement beaucoup d'espoir. Pour prolonger un peu ce qu'a dit David notamment, on voit que l'enjeu majeur, c'est avant tout la connaissance de ce gisement et des gisements à exploiter. Ça, c'est assez essentiel. Et ça a été la thèse de départ d'UpFactor, hein, puisque l'entreprise que j'ai créée il y a maintenant un peu plus de 7 ans, qui prolonge mon expérience d'architecte, tu l'as dit Henri, hein, une carrière déjà assez longue, où au départ, la surélévation a été un sujet d'opportunité. C'est-à-dire qu'en gros, on voyait ce qu'on appelait une dent creuse et on identifiait une opportunité de faire un projet, ce qui a pendant très longtemps circonscrit à un marché de niche. En 2017, quand on a créé UpFactor, on a eu l'idée de développer donc un outil logiciel qui permette la détection à grande échelle des potentiels de surélévation. Avec une idée, une intuition, c'est qu'en fait, le marché était sous-estimé et par méconnaissance. Et donc, on a initié très rapidement une analyse, un diagnostic un peu de tous les bâtiments.
Et on a très rapidement identifié des dizaines et des dizaines de milliers d'opportunités de surélévation. Et là, on a fait notre première erreur, mais comme toute start-up quelque part qui se respecte, c'est qu'on a méconnu un fait, c'est que le droit ne vaut pas autorisation. C'est pas parce que les PLU vous autorisent à faire des surélévations ou à augmenter ainsi des opportunités, à exploiter des opportunités de construire qu'on va vous autoriser à le faire. Et donc ça a été une véritable complexité qui nous a permis de nous repositionner et d'aller justement accompagner les élus dans la découverte de l'application des règles d'urbanisme sur le bâti existant. Non pas pour aller construire sur de nouveaux territoires ou autres, mais pour faire ce qu'on appelle une étude de gisement sur les bâtiments existants. Alors, tu as parlé de Renault Père, j'y reviendrai tout à l'heure. Renault Père a été un de ceux qui nous ont fait confiance au début de l'aventure Factor sur la métropole de Lyon. Moi, je vais vous parler de deux autres métropoles que sont la métropole de Strasbourg et la métropole de Nice. Alors, Strasbourg tout d'abord, pourquoi? Parce que ça a été une idée au moment de la loi climat et résilience où la métropole s'est posé la question de dire comment je réponds à ma demande de logement, comment je vais remplir les objectifs de mon PLH et en même temps respecter le zéro artificialisation nette des territoires. Et donc ça, on voit bien la complexité des élus qui est de dire, en fait, j'ai un territoire qui semble terminé a priori, et en fait, j'ai malgré tout une nécessité de construire. Ça, j'aime bien le mot, c'est-à-dire qu'il va falloir construire, mais peut-être autrement. Et donc, on a fait une analyse à grande échelle, et là, on a détecté 16 500 bâtiments surélevables en application des règles d'urbanisme. C'est considérable, en fait. C'est pas un marché de niche du tout. Alors, limiter, travailler avec les services, on en a retiré une liste d'environ 3000 immeubles surélevables sur le territoire de l'Eurométropole. À la fois logement, bureaux, activités, bâtiments tertiaires et également immeubles logements sociaux et copropriétés. Le potentiel de ces 3000 immeubles, c'est 38 000 logements. C'est considérable. C'est 10 années de production de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc là, tout simplement, l'élu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste dit, on va réinterroger notre futur PLU en peut-être remettant en question des zones à urbaniser qu'on avait prévues pour faire de l'artificialisation nette, et au contraire, se reconcentrer sur le diffus, et donc du coup, des opérations plus petites qui vont permettre la rénovation de l'existant, mais en même temps offrir une véritable opportunité de faire. Renault Père a fait la même chose sur le logement social. On a trouvé, à Lyon, par exemple, ces 3000 logements qui sont exploitables sur le patrimoine des bailleurs sociaux lyonnais sur leur propre patrimoine. Et ça, encore une fois, c'est par une analyse à grande échelle des datas disponibles et des hauteurs de PLU, des hauteurs de l'existant, et voilà, 3000 potentiels. Ils ont déjà lancé 350 logements depuis le rendu de cette étude, c'était environ il y a 1 an et demi, 2 ans, dont plus de 100 sont déjà en chantier. Donc, encore une fois, voilà, les choses se font, mais avec, on va dire, avec les complexités, on y reviendra après. Dernier sujet sur les villes et les métropoles, notamment les élus, c'est comment ceux-ci s'en servent aussi dans une ville, par exemple, comme la ville de Nice, où il y a 2 énormes problèmes. Bien sûr, la faiblesse du pourcentage de logement social, bien sûr, donc une obligation de créer du logement social, et en même temps un territoire ultra contraint, la mer d'un côté, la montagne de l'autre, et un territoire qui est un peu où la densité est déjà très élevée. On a fait la même analyse qu'à Strasbourg, et là on a trouvé, là encore, un peu plus de 5000 bâtiments surélevables, dont les 500 prioritaires, les plus faciles, entre guillemets, à faire, représenteraient déjà quasiment 7750 logements. Donc un tiers de logement social, un tiers en copro, et un tiers sur les bâtiments commerciaux et les bâtiments publics. Alors, ce qui est intéressant, si on fait un petit focus sur l'intérêt de la surélévation, c'est que par exemple sur l'habitat privé, sur la copropriété, si on fait le focus de Nice, c'est en gros environ 3750 logements qui peuvent être réalisés sur les copropriétés niçoises avec un potentiel de surélévation. Et en fait, la vente du droit à construire va pouvoir booster la rénovation énergétique, puisqu'on va créer de la valeur immobilière qui va être directement réintégrée dans les programmes de rénovation de l'immeuble. Sujet qu'on a entendu aussi de la bouche de David sur les maisons individuelles. Ça peut Exactement, être le même apport. Exactement, le même apport. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on le monétise un peu, alors sur des zones avec des valeurs immobilières effectivement importantes, là, par exemple, c'est 265 millions d'euros. Sur les 3700 logements qu'on pourrait créer, c'est 265 millions d'euros qui pourraient être réinjectés dans la rénovation énergétique de ces copropriétés.
Typiquement, parce que ce sont des chiffres qui sont très, très frappants. Hein. Allez, on va dire à Nice, par exemple, où en effet le mètre carré vaut très cher, où les besoins sont considérables. Un immeuble de une trentaine de logements, 25-30 logements, nos immeubles type en copropriété, la cession du foncier aérien au cœur de la ville, ça peut faire entrer quelle manne financière pour que les copropriétaires puissent rénover et actualiser leur immeuble. Alors, on a une équation toute simple, hein, c'est-à-dire que généralement, le droit à construire représente environ 10% du chiffre d'affaires d'une potentielle création de valeur immobilière, c'est-à-dire en surélévation. C'est-à-dire, en gros, on crée par exemple 1000 mètres carrés à 5 000 euros du mètre carré, on crée 5 millions de valeur, donc il y a 500 000 euros qui reviennent dans la poche des copropriétaires, qui est ainsi redivisé en fonction de chacun des tantièmes de ces copropriétaires et qui est réinjecté dans le programme de rénovation de l'immeuble. Très clair, très clair. Ce qui est intéressant là-dedans, sur les 265 millions évoqués, en fait, c'est 10 fois le budget qu'alloue la métropole pour accompagner la rénovation énergétique des copropriétés. 10 fois. Et pour une fois, ça coûte rien. Ça coûte juste d'autoriser un potentiel permis de construire. Et là, c'est là l'intérêt aussi de cette étude à grande échelle, de cette acculturation finalement qu'on porte et qu'on mène, c'est que d'un seul coup, les élus sont emparés du sujet, ont communiqué largement, vous l'avez sans doute vu dans les différentes communications à la fois d'Anthony Boré et de Christian Estrosi, mais c'est de dire simplement, on va accompagner les porteurs de projets et où on va pré-autoriser des projets au regard de l'étude qui a déjà été réalisée. Et donc ça, c'est comment on simplifie, comment on accélère l'acte de faire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc ça, c'est la partie détection, la partie accompagnement. Est-ce que c'est un marché de niche? Les chiffres que je vous donne illustrent que non. Par contre, ça va pas résoudre la crise du logement. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus sauver les opérateurs immobiliers qui aujourd'hui ont des problématiques de commercialisation et ainsi de suite, et surtout de maîtrise de prix de revient. Aujourd'hui, alors les freins, c'est la surélévation, ça coûte plus cher que la construction neuve. C'est avéré, c'est vrai. Par contre, on crée des logements qui sont au plus près des besoins, qui sont généralement, on va dire, bien sûr, qui sont tout le temps en étage élevé, donc c'est les plus faciles à vendre, entre guillemets. Et en même temps, c'est des actifs qui vont permettre l'action de la rénovation de l'immeuble, donc un vrai impact en tant que tel. Donc, il y a beaucoup d'externalités positives très intéressantes sur ce sujet. Et si on adressait le marché tel qu'on peut l'envisager dans les grandes métropoles françaises, c'est-à-dire qu'il est vrai qu'aujourd'hui, la surélévation n'a de vertu que dans les villes où le prix de l'immobilier est suffisamment élevé, c'est-à-dire où on va pouvoir rentabiliser un coût de construction 25 à 30% plus cher et où on a une valeur immobilière qui est suffisante pour couvrir quelque part la répartition. Dans les 11 métropoles françaises, c'est le cas, on peut dire. C'est le cas. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, 10 à 15% de la production de logements de ces métropoles pourrait être assurée par la surélévation. C'est énorme. Très clair. Et donc, ça ne va pas résoudre la question de la crise du logement, mais ne pas le regarder, c'est une véritable erreur, en fait, parce que c'est un gisement qui existe et qui est à exploiter. Deux, trois sujets. On parle de densification. Tu nous donnes des exemples de maires qui sont partants, qui ont fait avec ton concours les études pour évaluer le potentiel, qui sont prêts à délivrer les permis de construire correspondants. Bon, très bien. Et puis, on entend quand même qu'il y a tous ceux qui ne le veulent pas, mais parce que le maire, il est le reflet de l'opinion, rappelons-le, on ne va pas avoir la naïveté d'imaginer que les maires ont des lubies. L'opinion, est-ce qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore réfractaire à la surélévation avec deux considérations, parce qu'un immeuble haut, eh bien, on l'assimile à quelque chose qui est moins beau, avec peut-être moins de sécurité. Dans les immeubles très hauts, on voit tout de suite des tours. Et puis deuxièmement, il y a le voisinage. Est-ce que moi j'ai envie que face à mon immeuble, un étage ou deux de plus viennent surélever l'autre côté de la rue? Voilà. Quelle est la perméabilité aujourd'hui? Et on en revient au caractère urgent aussi. On a besoin urgemment de logements. On parlait de maisons, ça peut se faire très vite. Là, et bien sûr, après, je te poserai la question des copropriétés versus les propriétaires qui décident eux-mêmes. Bon, alors cette question de la densité, c'est un sujet extrêmement complexe.
Nous, on parle de densification douce. Pourquoi? Parce qu'en fait, les projets, la taille moyenne des projets que l'on porte chez Pactor, c'est 10 logements. C'est-à-dire, c'est une échelle de densification ultra acceptable, entre guillemets, y compris à l'échelle d'une rue. C'est-à-dire qu'en fait, on construit 1 à 2 niveaux complémentaires. C'est-à-dire quand on construit 1 à 2 niveaux complémentaires à l'échelle d'une rue de n'importe quelle ville française, franchement, l'impact de la densité est quasi nul. Je rebondirai aussi sur ce qu'a dit David tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a la possibilité du découpage de parcelles, mais il y a aussi la possibilité de pouvoir créer un petit immeuble collectif en complément, on va dire, à la place d'une maison. C'est-à-dire que cette densification douce, elle est sans doute plus acceptable de faire un petit R+2 à un endroit particulier, dans un angle de rue, ou ainsi de suite, finalement, c'est sans doute beaucoup plus acceptable que d'aller sur la lubie des tours ou je ne sais quelle autre, on va dire, opportunité. Donc, c'est de dire, on fait avec ce qui existe déjà, on valorise au maximum en valorisant autant que faire se peut ce que nous permettent les règles d'urbanisme, et avec cette idée de dire que l'acceptabilité vient aussi des services, et en tous les cas de ce que l'on peut mettre à disposition. J'entendais tout à l'heure la question de l'acceptabilité de la densité au regard des services nécessaires à proximité, ou en tous les cas en rajoutant ces nouveaux habitants. Ce qui est intéressant dans les diagnostics qu'on a menés, par exemple à Strasbourg notamment, on a découvert que des gisements considérables existaient sur le patrimoine des métropoles, sur les bâtiments publics, monofonctionnels, les cantines scolaires. On découvre des cantines scolaires qui sont construites sur un terrain avec une emprise au sol de genre même pas 25%, et avec un usage limité à 2 heures par jour, 5 jours par semaine. Délirant. Donc la question qui se pose, c'est-à-dire comment on active tous ces fonciers, comment on les valorise, peut-être pas pour faire des surélévations, mais peut-être pour mieux les exploiter, et c'est ce que montrent ces études de gisement. Voilà, donc la surélévation, c'est un segment. Moi, j'aime bien le dire, c'est en plus le segment un peu complexe du milieu occupé, de la rénovation globale, et ainsi de suite. Bon, voilà. Ces études, elles servent aussi à tout le reste de la chaîne qui est représenté ce soir, et notamment sur le tertiaire où d'un seul coup, on va pouvoir travailler en multi-usage, entre guillemets, et je pense que c'est ce qui va être évoqué tout à l'heure avec Blaise et on va y venir, oui. Sur facilité, complexité de décision. Alors, les propriétaires uniques, je pense aux organismes HLM. J'ai entendu que on leur mettait la pression, si je puis dire. Le gouvernement, lorsqu'on parle de surélévation, pense spontanément aux organismes HLM. Ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, ils sont propriétaires de leur immeuble, ils peuvent décider une surélévation. Et par ailleurs, techniquement et esthétiquement, on a beaucoup de toits-terrasses. Il n'y a pas d'esthétique exceptionnelle. Et on peut même peut-être l'améliorer à la faveur de la surélévation, cette esthétique. Ouais, complètement. Alors ça, c'est un sujet majeur. Effectivement, la monopropriété est on va dire, un facteur de réussite beaucoup plus important à n'importe quel projet de surélévation, bien évidemment. Il y a un autre sujet important, c'est en connaissant correctement son patrimoine. C'est pas Blaise qui va me dire le contraire. Quand on connaît son patrimoine, eh ben, on est mieux armé pour l'opérer et pour le gérer. Quand on lance des opérations de rénovation et qu'on ne connaît pas le potentiel de surélévation de son immeuble, c'est un truc un peu aberrant. C'est-à-dire qu'on pourrait être amené à rénover un bâtiment et découvrir après coup qu'on aurait pu rajouter un étage. Bon, donc l'enjeu est de dire, on va analyser à grande échelle les potentiels des bailleurs sociaux, qui, étant effectivement propriétaires, uniques, ayant des possibilités, ayant des objectifs de réalisation, de rénovation très importants, on peut coupler rénovation et création de mètres carrés dans un même projet, et ainsi limiter, on va dire, les nuisances pour les locataires, bien évidemment, mais surtout valoriser des enveloppes aussi de travaux sur de la mutualisation, bien évidemment, d'intervention. Donc ça, c'est très important, avec un bémol quand même, c'est le financement. Aujourd'hui, le financement de la surélévation dans le logement social n'est pas adapté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable outil qui permettent le financement de la surélévation en tant que tel pour les bailleurs sociaux. Donc ça, c'est un vrai sujet sur lequel on va également travailler. On va travailler là-dessus avec le ministère pour essayer d'établir et d'élargir les méthodes de financement. Sur la copro, oui, ouais. Voilà, sur les copros privés, alors, bon, là, la décision, mais je crois que le législateur, à plusieurs reprises, est venu améliorer les choses. Tu vas nous donner des précisions, mais clairement, il y a une décision collective. On sait qu'elle est complexe, quel que soit le sujet. Le métier de syndic n'est pas facile à cet égard. Il faut mettre d'accord des copropriétaires.
où en est-on de ce sujet-là? Et après, on parlera d'amélioration technique, on parlera d'ascenseur aussi et de perfectionnement de l'immeuble, si je puis dire. Oui, complètement. Bon, effectivement, c'est le sujet qui fait le plus peur. Surélévation, copropriété égale AG, égale autorisation, égale non professionnel. Bon, voilà, tout un tas de choses qui font très peur. Côté syndic, clairement, il y a eu un pas de franchi, notamment avec l'impulsion des grands syndicats, pour dire qu'il y a un sujet à porter et il faut que les syndics, en tous les cas les gestionnaires de copropriété, prennent en main ce sujet et s'en servent pour vraiment fidéliser leurs clients et revaloriser quelque part la relation client qu'ils ont pour apporter des solutions, notamment face au chantier de la rénovation énergétique. Donc ça, c'est acté, le sujet est en route, ça marche très bien. À tel point qu'aujourd'hui, l'acceptabilité en copropriété devient très fort. J'irais même facile. C'est pas ça le problème. Notre problème, il est ailleurs. Il est dans les opérateurs immobiliers. Trouver un opérateur immobilier qui accepte de faire de la rénovation en milieu occupé, une opération de 10 logements, donc une petite opération, sur du temps long, avec une valeur immobilière qui va être capée parce que on a un coût de construction qui est élevé, on a un prix, on va dire une valeur immobilière en face qu'il va falloir partager parce qu'il va falloir payer la réno. Une équation pas si évidente pour beaucoup d'opérateurs immobiliers qui aujourd'hui ont eu l'habitude de travailler sur des opérations plus faciles. Alors, quand tu dis opérateur, on va mettre un nom, ce sont les promoteurs, en clair. Hein, oui, clairement. D'accord. Clairement, alors aujourd'hui on voit que on arrive à des inepties, à des choses complètement incroyables dans la situation, c'est-à-dire que on porte des permis de construire, purgés de tout recours, non pourvus, non achetés par des promoteurs dans Paris. D'accord. Pourquoi ? Parce que ce sont des opérations qui font 350 mètres carrés où on va créer 5 logements. Oui, c'est sûr. Sur la question des blocages, d'un mot, dis-nous ce que le législateur a amélioré. Il y avait la grande question des occupants du dernier étage. Bon, qui sont toujours très fiers d'être au dernier étage, et on leur dit ça va plus être le dernier. Aujourd'hui, ils n'ont plus droit de veto, je crois. Tout à fait. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une simplification de ce côté-là, puisque aujourd'hui, un projet de surélévation, en tout cas la vente d'un droit à construire, se vote à l'article 25 dans toutes les zones de préemption urbaine, c'est-à-dire à la majorité absolue. Donc c'est une grande simplification au regard de la majorité des 2/3 qu'il fallait auparavant, de l'article 26. Et surtout, il n'y a plus de droit de veto des habitants du dernier étage, qui est un simple droit de priorité. C'est ça. Et ça simplifie vraiment le sujet et fait que aujourd'hui, au niveau, législatif, on n'a pas de blocage particulier là-dessus. D'accord. Et ça a été une grosse avancée de la loi Allure et de la loi Elan. Alors, techniquement, deux questions avant que on ne parle de transformation de bureaux en logement avec nos deux derniers experts. Il y a des questions sur la structure et la solidité des immeubles, avec une idée qui était mise que cette surélévation soit l'occasion de renforcer la structure d'immeubles qui peuvent être affaiblis. Moi, j'aurais posé la question inverse. Est-ce que aujourd'hui, je pense que c'est dans ton logiciel, la solidité de la plupart des immeubles permet d'ajouter un étage ou plusieurs étages? Donc, la question de la solidité et la question de l'équipement. J'avais un échange avec le patron d'ascensoriste très traditionnel au cœur de nos villes, à Paris notamment, Drieux Combalusier, qui estimait que la surélévation, c'était aussi les moyens, l'occasion d'installer des ascenseurs dans les immeubles qui n'en sont pas encore pourvus. Alors on va commencer par ça, c'est un sujet majeur en fait, qu'on n'avait pas bien perçu au début de F-Factor, où on était très centré sur la valeur immobilière avec l'enjeu de la rénovation, entre guillemets. Et en fait, on a découvert que le maintien à domicile, par l'installation d'ascenseurs dans de multiples immeubles qui n'en sont pas pourvus, dans les centres anciens, mais également dans le patrimoine des bailleurs sociaux, c'est un enjeu en fait que l'on mesure à peine. Et c'est malgré les différents plans ascenseurs dont on a entendu parler, ainsi de suite, on est encore très loin du compte. Donc ça, effectivement, c'est un vrai bonus pour les copropriétaires en tant que tels quand on l'installe, d'autant que c'est le promoteur qui va installer l'ascenseur, puisque c'est une prérogative de la surélévation à partir du 3e étage. Je le rappelle, c'est une obligation légale en France. Dès qu'on dépasse le 3e étage, on est obligé d'installer un ascenseur dans n'importe quelle construction aujourd'hui. Neuve, oui. Sur la question, exactement, construction neuve, pardon. Sur la question de la solidité, je dirais que
effectivement, sur le principe, la surélévation est un outil qui pourrait permettre le renforcement des bâtis existants. Dans la réalité, et vu l'impact, notamment en milieu occupé, de faire des renforts de structure, on flèche plutôt les immeubles prioritaires sur ceux où on n'a pas de renfort à réaliser. D'accord. C'est-à-dire ceux qui ont une capacité portante, et ils sont nombreux, c'est-à-dire que on identifie bien sûr le poids de ces nouvelles surélévations qui sont toutes aujourd'hui envisagées en construction légère entre guillemets, c'est-à-dire en bois ou en tous les cas en mixité de matériaux type bois-métal pour la plupart. Donc on va dire des solutions qui divisent le poids par deux par rapport à l'existant. Donc l'idée c'est de trouver les projets qui permettent d'accueillir ces surélévations sans renfort de structure. Ça c'est le point de départ. Et ensuite, quand on arrive dans des bâtiments qui, eux, sont à l'inverse en difficulté parce qu'on doit faire des renforts sur ces bâtiments, là, on peut exploiter du coup un droit de surélévation aussi intéressant qui va permettre de prendre en charge une partie du renfort de structure et donc naturellement la bonification des mètres carrés va permettre le financement de ceci. On parle de surélever d'un étage, 2 étages, on pense à un étage, mais on peut faire plus si l'immeuble le permet? Oui, on a quelques exemples, mais qui sont quand même assez rares, où on rajoute ce qu'on appelle un exosquelette, c'est-à-dire qu'il faut que le bâtiment soit sur son propre terrain, avec la possibilité peut-être d'exploiter du coup une structure indépendante dans laquelle on vient accrocher des balcons complémentaires qui pourraient bénéficier aux appartements qui sont situés en dessous, et ainsi permettre une surélévation de plus de 2 étages, puisqu'on dit souvent qu'au-delà de 2 étages, on est dans un renfort, bien sûr, obligatoire du bâti existant. C'est un peu la norme, entre guillemets, aujourd'hui. Simplement pour finir peut-être sur les chiffres, on voit à peu près qu'aujourd'hui, il y a entre 50 et 75 000 logements chez les bailleurs sociaux à exploiter en surélévation. Voilà. Et il y en a environ entre 150 000 et 200 000 à exploiter en copropriété. Bon, encore une fois, ça ne va pas sauver la crise du logement. Mais par contre, ça va permettre de contribuer, en n'artificialisant pas les sols, en rénovant les bâtiments, finalement, à offrir des logements au plus près des besoins. Si on prend la toise qu'utilisait David tout à l'heure, si on ramène ça à des années de production, ça fait une année de production. Donc, voilà, pour être clair, donc tout ça n'est pas négligeable. Ça renvoie à ce que disait tout à l'heure Benjamin Darmoni. On est aussi là pour apprécier le réalisme et de manière très honnête des solutions qui sont préconisées aujourd'hui par le gouvernement. Alors, Blaise Heurte, Nicolas De Bruyne, merci de votre patience. Sachant que vous allez nous parler de ce 3e grand sujet, transformation des bureaux en logement. Ça fait longtemps que l'on parle. Moi, j'ai le souvenir d'une évocation par Hervé de Charette, ministre du Logement. On est au début des années 90, donc c'est un sujet ancien. Qu'est-ce qui fait son actualité? Est-ce que c'est la vacance, et vous allez nous donner des chiffres, vous êtes des spécialistes l'un comme l'autre de data, est-ce que c'est la vacance aujourd'hui des bureaux, avec la montée du télétravail, de manière générale, le changement des usages? On voit que dans la ville capitale et dans la région capitale, premier marché de bureaux, c'est le cas dans toutes les autres aussi. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous paraît réaliste d'imaginer? Des chiffres, comme on vient de le faire pour la surélévation ou les maisons. Quelles sont les difficultés techniques? Il y a des sujets de coût, bien évidemment. Ils ont été très clairement évoqués à l'instant par Didier pour ce qui le concerne. Il faut en parler aussi. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose qui ne se fera pas? L'attitude des maires, bien évidemment, je vous renvoie aussi à ce sujet, vous connaissez bien tout ça, et sans doute beaucoup d'autres questions, mais déjà, voilà. Et alors, une présentation, comme vous faites ça à deux, je vous laisse gérer, ne vous coupez pas la parole simplement, mais Nicolas, une présentation d'adéquation, et Blaise, une présentation de la place de l'immobilier. Ce sont des grandes maisons, mais peut-être pas connues de tous. Oui, bonjour à tous. Donc, merci pour votre invitation, tout d'abord. Donc, effectivement, Adéquation, et nous sommes une société en fait qui accompagne les professionnels de l'immobilier depuis maintenant plus de 30 ans dans la concrétisation de leurs projets par le biais d'une expertise qui est notamment axée sur la connaissance des marchés résidentiels sur l'ensemble du territoire national. Donc, à ce titre, on a 2 grands pôles en fait pour lesquels on exerce une activité. Donc un pôle d'études et de conseil
Et dans ce pôle études et de conseil, on va avoir une 50aine de consultants qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. On a 10 implantations qui nous permettent d'exercer nos métiers de conseil auprès des collectivités, des aménageurs, des promoteurs, des investisseurs, bref, l'ensemble des professionnels de la construction. Et de l'autre, on dispose d'une base de données qui permet d'étudier avec précision la conjoncture des marchés immobiliers résidentiels. Donc finalement, la conjonction, c'est un peu la particularité de notre activité, c'est qu'on est à la fois fournisseur de données et qu'on exerce le métier de conseil. Et donc on se rend compte que ça fonctionne plutôt bien. Et c'est notamment la raison pour laquelle finalement on aime bien travailler avec la place de l'immobilier qui a un petit peu les mêmes atomes. Rapidement, merci Nicolas. Rapidement, par rapport à tous les intervenants, moi je suis dans l'immobilier entreprise, ça on l'a clairement compris, alors que on est beaucoup dans l'immobilier résidentiel. Et pourquoi l'immobilier entreprise? Je me suis permis de préciser ça. Voilà, exactement. Et pourquoi l'immobilier entreprise? Parce qu'effectivement, c'est une des causes de sourcer, enfin un moyen de sourcer du foncier. Et là-dessus, la place de l'immobilier, pour information, donc ma famille était effectivement actionnaire d'Auguste Thouars. Henri, ça se trouve, Claude est peut-être dans la salle, hein, parce que je l'ai invité avec grand plaisir. Merci en tout cas de cette petite pensée. Et quand j'ai vu le thème, j'ai contacté Benjamin en disant, écoutez, sincèrement, là, sur le sourcing d'immeubles, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et pour répondre à la question d'Henri concrètement, nous, on a, il y a plus de 15 ans, on avait décidé de faire un jumeau numérique du territoire français et en particulier de l'immobilier d'entreprise. Parce qu'on trouvait que le marché de l'immobilier d'entreprise était un marché très opportuniste, très relationnel, avec des grandes tours, des grands bâtiments, un côté très artisanal, très orienté offre d'ailleurs, parce que ce qui est intéressant et qui va nous permettre de mieux comprendre la crise d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était un marché d'offreurs avec des promoteurs, des investisseurs, des brokers qui travaillaient à la commercialisation. Et dans cette approche-là, en fait, il y avait un vrai manque de la connaissance de la demande, du parc. On parlait de flux, on parlait d'opérations, mais on ne parlait pas de parc. Donc, on a été assez précurseurs sur le fait de dire on va faire un jumeau numérique du territoire pour essayer de quantifier, rationaliser. Et tout ce que j'ai entendu avec Didier sur la quantification, la segmentation, les approches de faisabilité, tout ça, c'est nos domaines. Effectivement, on a beaucoup de choses. Il faut qu'on se voit bientôt, Didier. Hein. Mais voilà, il y a beaucoup de choses en commun, c'est-à-dire qu'on est parti de ce jumeau numérique. Alors, en faisant de l'open data historiquement, hein, c'est-à-dire que globalement, on était allé chercher des fichiers type matrice, fichiers de l'INSEE sur les entreprises, en croisant tout ça, en modélisant tout ça. Et à partir de là, quand on a fait ces modèles-là, on a rajouté des infos sur les opérations, que ce soit les transactions, les offres, les permis de construire, les restructurations d'immeubles. Donc, cette connaissance du parc nous permet aujourd'hui de pouvoir affirmer assez légitimement que autant depuis les années 90, parce qu'effectivement, Henri, on parlait déjà de cette transformation, autant depuis les années 90, on était dans une logique plutôt d'ajustement de cycle. C'est-à-dire qu'on avait des cycles haussiers, des cycles baissiers. 90, c'est la crise de l'offre. Ayant trop d'offres, on s'est dit, un moyen d'écouler cette offre, c'est de la transformation, mais sachant que la tendance du marché a fait que la demande a repris et petit à petit, le marché s'est régulé. Maintenant, là, ce qu'on voit de manière beaucoup plus fondamentale, parce que le 4,6 millions annoncé là, par les agents immobiliers en Ile-de-France sur le vide locatif, il a déjà existé. Donc, mais on anticipe. 4,6 millions de mètres carrés, hein, pour être précis, de bureaux vacants aujourd'hui en Ile-de-France. Voilà. Oui, absolument. Mais ce 4,6 millions, il a déjà existé. Ce qui est par contre un phénomène qui est un peu plus structurel, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un vraiment changement d'usage et que dans le cas de ce changement d'usage, les entreprises ne veulent plus la même chose. Et que ce n'est pas une question de cycle, c'est structurel. Et on parle notamment du télétravail, on parle du flex, qui fait qu'il y a un besoin de mètres carrés qui est inférieur au parc existant. Et quand on voit les nouvelles livraisons, on peut s'inquiéter sur ce 4,6 millions, puisque derrière, on va bien voir que derrière, il y a de nouveaux mètres carrés qui vont arriver sur le marché, et ces nouveaux mètres carrés vont encore créer de la suroffre. Et là, on est dans un phénomène structurel parce que la demande a évolué, la demande est différente, et on s'aperçoit qu'une partie des mètres carrés sont partis dans le résidentiel, notamment avec le télétravail. Très intéressant. Tu nous dis, avec l'exemple de Paris, je dis c'est le plus gros marché, mais tu peux aussi peut-être parler d'autres marchés, Lyon ou d'autres. Lyon, je crois, est le deuxième aujourd'hui. Il y a une vacance qui pour toi est structurelle, c'est-à-dire durable. On se retrouve avec des mètres carrés qui vont durablement rester sans utilisateurs professionnels, entreprises. Est-ce qu'il faut imaginer, d'ailleurs, on a évoqué ce risque-là, hein, on parlera des maires après, mais des risques de squat, clairement, des risques de dégradation, des risques d'obsolescence. C'est-à-dire que pour un propriétaire, parce que je voudrais qu'on comprenne ce qui peut conduire un propriétaire à faire ça, parce qu'il va falloir que quelqu'un le fasse, et c'est forcément le propriétaire qui peut vouloir transformer son immeuble.
Qu'est-ce qui peut l'y pousser? Il se dit, mon immeuble va être occupé de manière illicite. Il se dit, je fais des charges. Il se dit, l'immeuble va s'abîmer. Tout ça, ça ne peut pas durer. Acceptabilité aussi de la part de la population locale. On ne peut pas supporter un immeuble qui se dégrade et vacant. Qu'est-ce qui peut déclencher les choses? Et on en vient au coût aussi de transformation. Alors, je crois qu'il y a un point quand même à approfondir. C'est-à-dire que quand on analyse ce vide, et notamment les immeubles vides structurellement, c'est-à-dire plus de 2 ans, sur les 4,6 millions, vous avez 1 million de mètres carrés vides structurels en Ile-de-France. C'est 1 million de mètres carrés, c'est à peu près plus de 110 immeubles à peu près. Si on compare par rapport aux régions, déjà, première question, Henri, là, sur la comparaison Île-de-France-Région, on s'aperçoit que ces immeubles vides structurellement de 1 million représentent 3% du parc à peu près, là où à Lyon, on est plutôt à 1% du parc. Donc, on est un phénomène quand même très Île-de-France, sûrement parce que le télétravail est vécu différemment. Il y a plein de raisons, il faudrait les expliquer, mais on voit que c'est quand même aujourd'hui une problématique très Île-de-France. Dans cette problématique très Île-de-France, on s'aperçoit que c'est sur certains territoires, il y a une hétérogénéité très forte entre un Paris qui manque beaucoup d'offres et une première couronne qui a trop d'offres. Donc, c'est très réalisé sur 92-93, les départements, et pire que ça, c'est-à-dire que, et vous verrez, c'est ça l'intérêt aussi que l'adéquation intervienne, vous allez voir qu'on est quand même sur des villes où il y a de l'écoulement, Nicolas en parlera, mais le vrai problème, c'est qu'on ne raisonne pas à l'immeuble, on raisonne à la zone. Une grosse partie de ce parc, il est dans des zones. Les zones, c'est Rueil-Seine, c'est La Défense, c'est Issy-les-Moulineaux, c'est Saint-Denis, c'est Saint-Ouen. C'est des zones très tertiarisées. Et donc, la problématique, elle n'est plus à l'immeuble, elle est à la zone. Donc, la vraie préoccupation n'est pas forcément le squat de l'immeuble. Le problème, c'est la friche urbaine. La friche urbaine. Et c'est là où les maires s'emparent des sujets parce que globalement, ils le sentent, ils le voient. Et nous, on intéresse de plus en plus effectivement les collectifs avec qui on travaille parce qu'on est capable de le quantifier, voire de l'anticiper. C'est-à-dire que quelque part, on voit des entreprises, des immeubles mono-utilisateurs. Hein, Didier beaucoup parlé de la copro et de la pleine pro. Mais si maintenant on parle des mono-utilisateurs et des multi, il y a entre 20 et 30% du parc de bureaux qui est mono-utilisateur. Ça veut dire que soit l'utilisateur part sur Paris, centralité, hein, soit il va sur un programme neuf livré parce qu'il est moins cher et il est au même prix et il est neuf. Mais ça veut dire qu'il y a 20 à 30% des immeubles qui vont aller très très vite, devenir totalement obsolètes et vides. Et le propriétaire, la raison elle est simple, le propriétaire dans l'immobilier entreprise, ce sont des investisseurs. L'investisseur, il a dans son parc ces immeubles-là. Jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment, ils avaient tendance à donner des mandats à des commercialisateurs parce que donner des mandats permettait de garder une sorte de commercialité et donc une valeur de l'actif. Depuis juin, on voit des valeurs qui commencent à diminuer parce qu'on voit bien que le problème il est structurel. Et là, les propriétaires commencent à comprendre les investisseurs commencent à comprendre que ils ne trouveront peut-être pas de locataires et qu'il est peut-être plus facile de se couper une branche que derrière arriver à une gangrène du tronc. Donc on commence à comprendre qu'il y a des ventes d'immeubles et c'est pas tant le fait d'être squatté parce qu'il y a des solutions aujourd'hui pour sécuriser, mais c'est surtout parce que dans une logique financière, ces actifs, ils polluent un peu le portefeuille. Et on a aujourd'hui des dépréciations d'actifs qui se font dans quelle proportion avec le mécanisme que tu évoques? Objectivement, ça peut être violent. Oui, ça peut être très très violent parce que encore une fois, ça dépend de la priorité de l'investisseur, de sa stratégie. Il y a des chutes de valeur très très impressionnantes. Ouais, absolument. On est à peu près sur des ventes, on est sur des chutes en moyenne au niveau des prix du tertiaire de l'ordre de moins 15% en moyenne, mais c'est vrai que sur ces immeubles qui sont à restructurer, on a certainement une nécessité de décote qui est bien plus importante pour justement pouvoir permettre d'atteindre un équilibre sur une opération. Donc c'est là où aujourd'hui, en fait, c'est un petit peu compliqué de permettre de trouver finalement le bon prix. Alors, Nicolas, la question, on parle encore d'argent, mais de technique aussi, de technique du bâtiment et de travaux de modification. Est-ce que tu peux nous éclairer de manière très basique sur la différence, parce qu'elle est claire, entre un immeuble de bureau et un immeuble d'habitation? Bon, pour un profane, on se dit, c'est un immeuble, donc la transformation, ça doit être très facile. Est-ce qu'ils sont conçus de la même manière? Je ne le crois pas, mais tu vas nous donner des précisions. Et cette mutation technique, déjà, est-ce qu'elle est toujours faisable? Est-ce qu'elle est toujours réaliste? On ne voit pas des prix au mètre carré de transformation si tu en as, dans la région capitale, par exemple. Voilà, ce sujet-là, il est central. Et là aussi, tout à l'heure, on parlait des propos
bon, évidemment un peu rustique du Premier ministre. Est-ce qu'il y a des cas où ce sera jouable et des cas où ce sera absolument pas jouable, quoi qu'il en soit? Oui, alors effectivement, on a des caractéristiques qui sont à l'origine bien distinctes, puisque généralement, alors sur l'ensemble du parc, pour le parc, l'immeuble du bureau type, on va avoir une épaisseur qui va être plus importante que dans le cadre d'un immeuble de logement classique. Donc finalement, créer du logement… ce qu'on appelle la trame de l'immeuble. Voilà, c'est la trame de l'immeuble. Donc recréer du logement classique au sens logement ordinaire peut amener finalement à diminuer la surface de plancher exploitable. Néanmoins, moi j'ai toujours tendance à préconiser de bien penser en amont finalement la nature du projet résidentiel que l'on souhaite développer, qui va trouver en fait réponse aux besoins dans son marché. On n'a pas un seul segment immobilier résidentiel, mais on en a plusieurs. On a certes le logement ordinaire, mais on a également tout l'essor de l'immobilier serviciel qui tend à se développer. Je pense notamment aux résidences-services qui, eux, ont nécessité de créer en fait des services communs sur des surfaces supérieures et qui peuvent parfois permettre d'exploiter davantage des immeubles de bureaux existants. Donc finalement, tout se fait un petit peu au cas par cas en fonction de l'adaptation de l'immeuble qui est à transformer et en fonction de l'éligibilité du projet visé dans son marché. D'accord, très intéressant. Avant que Benjamin ne pose la question qu'il souhaite poser, il y a la question toujours sur les questions techniques, le problème des hauteurs sous plafond. Elles n'ont rien à voir. On a des hauteurs sous plafond qui prennent en considération le passage de gaines avec des faux plafonds, des faux planchers dans les bureaux. On n'a pas ça dans les logements. Grosse différence. Ça se gère? Alors ça, pour l'instant, en fait, nous, on n'a pas la réponse sur le plan technique à tout cela parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un petit peu comme pour la surélévation de logements. Aujourd'hui, en fait, on a peu d'acteurs finalement qui se spécialisent encore sur ce type de projet. Donc, c'est des choses certainement qui doivent se gérer, mais qui aujourd'hui ne sont pas du tout en fait dans un process qui est très standardisé. Il y a un acteur qui a frappé un grand coup, qui a fait la promesse de faire des milliers de transformations de bureaux en logement, c'est Novaxia. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a en tout cas une enseigne qui s'est spécialisée, mais tu nous dis les acteurs ne sont pas nombreux. Alors, ils ne sont pas nombreux, ils sont en train de se structurer. On voit qu'au niveau des promoteurs immobiliers, on commence à avoir des filiales qui se spécialisent justement sur la transformation de bureaux en logement. On a également des fonds d'investissement qui s'intéressent, des fonds value-add notamment, qui sont très intéressés justement pour investir sur ce type de produit dans la mesure où, dans le cadre d'une réallocation d'actifs, investir sur le résidentiel peut permettre de procurer des effets qui permettent d'avoir un effet un petit peu contracyclique par rapport aux investissements sur d'autres actifs, notamment en matière d'immobilier d'entreprise, puisque aujourd'hui, l'idée pour les investisseurs, c'est finalement de réduire leurs allocations d'actifs en matière de bureaux au profit d'autres actifs de sources diversifiées. Et également, ils ont aujourd'hui des critères ESG dans leur stratégie qui deviennent de plus en plus importants et qui justifient également le fait d'investir sur du bâti existant. Donc finalement, c'est assez intéressant de comprendre ça parce qu'on a le caractère financier, et effectivement, si on parle uniquement du caractère financier, on se dit que les opérateurs ne vont pas être intéressés pour pouvoir intervenir sur ce type de bâti parce que ça revient plus cher que de la construction neuve. Mais par contre, finalement, ces critères extra-financiers tendent à émerger et c'est quelque chose en fait qui peut être déclencheur à la venue de nouveaux acteurs sur ce domaine. Benjamin, la question. Henri, j'ai rajouté un point, Henri, si je peux, par rapport à ce que dit Nicolas. Ce qui est aussi assez amusant, c'est qu'on raisonne beaucoup en contraintes techniques, équations financières et ce genre de choses, mais pour avoir réfléchi notamment avec PLD et Paris La Défense sur la transformation des tours, donc des grosses unités, on s'aperçoit qu'il y a une nécessité de mixité. Et je crois que Didier le citait aussi en disant que le bâtiment doit être mixte, avec toutes les questions que ça pose sur effectivement la sécurité, les accès, ce genre de choses. Pourquoi mixité? Parce que d'abord, c'est vrai qu'un gros immeuble de bureau aujourd'hui, 40 000 m², 50 000 m², c'est pas, ou voire 200 000, c'est difficile de le remplir, mais aussi parce que, en fait, si on veut valoriser l'actif au maximum,
il faut valoriser chaque partie de l'actif. Et typiquement, sur la dalle de la Défense, typiquement les rez-de-chaussée, les premiers étages, valorisés en commerce, c'est autre chose. Les opérations sur les Champs-Élysées, on a vu des immeubles de rez-de-chaussée de commerce qui sont remontés au 4e ou au 5e étage. La valorisation, effectivement, a littéralement explosé. Moi, j'ai deux choses. On évoquait la dépréciation des immeubles tertiaires. Mais moi, la question que je pose, c'est de savoir, pour moi, la valeur d'un immeuble tertiaire est corrélée à sa rentabilité. Si demain matin, il n'y a plus de locataires, la valorisation de cet immeuble, elle sera mécaniquement baissée grandement, donc, et voire même pire. Donc, l'enjeu que la transformation de bureaux en logement soit plus chère que la construction, ça sera pas une question pour les propriétaires, ça sera une obligation parce que leur bien vide leur coûtera de l'argent plutôt que leur rapporter. C'est d'ailleurs le sujet, sauf erreur de ma part, des FCPI. Ma deuxième question, Blaise évoquait le sujet des immeubles à la Défense. Mais on a vraiment une problématique de structure. Parce que transformer un haussmannien de bureau en logement, ça semble pas compliqué. Mais transformer une tour de bureau en logement, sachant que chaque plateau fait, j'extrapole, mais entre 1000 et 3000 mètres carrés, on aura besoin de luminosité pour les logements et on ne pourra pas faire des appartements de 500, 600 mètres carrés avec une seule façade. Voilà, donc voilà, mais je ne sais pas si c'est des questions que j'ai posées, mais en tout cas, c'est mes interrogations et je veux bien avoir votre analyse. Alors, Blaise et Nicolas, l'un ou l'autre ou les deux ensemble? Sur la partie valo, clairement c'est le cas, c'est-à-dire que la valo elle est déterminée par le locataire et c'est vrai que là-dessus on a c'est surtout la question de est-ce que je crois que je vais trouver un locataire ou pas, et deux, est-ce que j'ai les moyens de faire des travaux. On parlait des SCPI, ils ont des budgets limités, enfin ils peuvent pas non plus restructurer tout leur patrimoine. Donc après, en fonction du positionnement et ce genre de choses, ils ont peut-être intérêt à céder. Mais il y a une vraie question là-dessus, sur la valo. Donc là-dessus, ça c'est très clair. Sur la partie transformation des tours, c'est plus complexe. Enfin, en fait, on s'apercevait que globalement, il y a un îlot central souvent. Après, il y a des plateaux. Et le fait de curer une tour, c'est vraiment d'enlever tout ce qui est en dessous, entre les deux plateaux. Donc, a priori, la transformation a l'air d'être assez faisable. Mais là-dessus, c'est des architectes qui parlaient. Et moi, je suis beaucoup moins spécialiste du sujet. Mais a priori, ça avait l'air d'être moins compliqué que ce que vous disiez, Benjamin, là, sur la transformabilité des tours. Alors, en fait, l'enjeu, ça va être vraiment que les professionnels deviennent réalistes par rapport à la situation. Parce que plus ils tarderont à prendre des décisions, plus ce sera compliqué. Les investisseurs, oui. Tout à fait. Une suggestion dans le chat, est-ce qu'il est réaliste, pour Blaise ou pour Nicolas, peu importe, de baisser les loyers et de restructurer l'espace de bureau pour répondre aux nouveaux usages? C'est en clair, maintenir un immeuble de bureau, on est hors sujet, mais maintenir un immeuble de bureau parce que la transformation en logement serait trop complexe, et l'adapter finalement aux besoins et jusqu'à baisser le loyer parce que la demande aujourd'hui n'est pas de même ampleur. Est-ce que ça se fait et est-ce que c'est une voie lorsque la transformation en logement est très complexe, voire irrationnelle? Il y a certains investisseurs qui vous diront, même si l'immeuble est plein, moi j'achèterai jamais l'immeuble parce que les coûts de restructuration sont trop élevés. Donc l'immeuble génère un revenu, il génère une valorisation, mais en tout cas pas celle qui va intéresser un investisseur. Et là-dessus, il y a vraiment pour moi des marchés très différents. Il faut savoir que les investisseurs institutionnels, là, si on prend tous les plus gros investisseurs et les patrimoines, ils représentent 10% du marché, il y a 90%, c'est du diffus, c'est des SCI, avec des gens qui ont investi. Donc quelque part, c'est très difficile de répondre de manière générale, puisque là, on revient sur une segmentation du marché par type d'investisseur. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a certains investisseurs qui considèrent que la restructuration coûte plus cher que la création de valeur. Et donc qui effectivement ont tendance à plutôt délaisser un immeuble, ou en tout cas ne pas le restructurer. Donc oui, c'est possible sur certains territoires. Acceptabilité de la part des maires à ces transformations aujourd'hui, peut-être avec des exemples ou des illustrations que vous pouvez avoir. Alors, on parle de Paris-Ouest, notamment, il y a une forte densité de bureaux que les maires ont souhaité. Tu parlais tout à l'heure
Ouais. revenus qui ne sont pas de même nature, hein, selon qu'on a des entreprises ou des ménages occupants. Qu'est-ce qui se passe autour de ça dans la tête des maires aujourd'hui? Le maire de Courbevoie, le maire, voilà, pour prendre des exemples extrêmes de volume de bureaux. Bah déjà le projet d'inventaire du parc et d'identification des villes et vétustes, notamment pour suivre la transformation, ça venait d'Emmanuelle Wargon, hein. Donc Emmanuelle Wargon, à la base, a été très sensible à ce sujet-là, parce qu'elle voyait bien qu'il y avait un certain nombre de volumes de mètres carrés qui ne pouvaient pas se transformer parce que le maire était hostile. Donc on avait ce premier respect, et la raison était simple, c'est qu'effectivement, c'est ce qui a été dit d'ailleurs au préalable, hein, c'est qu'on est dans des logiques d'investissement, c'est-à-dire que je transforme de bureaux en logements, et donc je dois investir dans des infrastructures avec ces échelles de nombre d'écoles, nombre de places d'école, les piscines, tout ce qui est infrastructure. Donc c'est vrai qu'on a tendance les maires étaient assez hostiles sur le fait que l'immobilier d'entreprise ramenait du revenu là où le résidentiel nécessite des investissements. Et d'ailleurs, le projet de loi de Daubié a tendance à essayer d'accompagner cette problématique financière pour inciter à la transformation. Alors, un petit mot, parce qu'effectivement, j'allais te demander d'en parler. C'est une proposition de loi, hein, d'un député, Romain Daubié, auquel de nombreux autres députés se sont associés et co-signés, hein. D'ailleurs, transpartis, on peut bien le dire. Donc, il y a dans cette proposition de loi un certain nombre de facilitations. Et puis, dans la loi Elan, déjà, il y avait des facilitations. Pour faire le point rapidement, hein, on ne va pas faire un focus juridique, il nous faudrait plus de temps, mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que tous les freins de nature juridique, administrative, mais on parle aussi de compensation de taxes, hein, dans la proposition de loi Daubié, ont été levés ou sont en train de l'être, puisque la proposition de loi a été votée à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Il faut qu'elle continue son parcours, mais d'évidence, le parcours va être serein, ça va devenir une loi. Est-ce que l'arsenal juridique, on peut considérer qu'il est bien, quoi? Nicolas, tu veux démarrer, tu veux répondre? Je peux déjà commencer. Alors, c'est vrai que ça va dans le bon sens, parce que finalement, la dépendance fiscale des maires tend à diminuer dans le cadre de la fiscalité de l'immobilier d'entreprise. Donc, c'est vrai que proposer la taxe d'aménagement sur les opérations de transformation bureau, logement, ça peut permettre d'être incitatif pour un maire à pouvoir avancer sur ce sujet-là. Alors après, aujourd'hui, c'est un peu frais tout ça, mais la contrepartie, c'est que ça va alourdir un peu le bilan sur le plan économique. Donc, forcément, il va falloir voir comment une opération est prête à supporter ça. Mais je dirais que d'une façon globale, les choses avancent bien, mais il faut encore se laisser un petit peu de temps pour pouvoir identifier si ces dispositions permettent d'avancer un peu sur ce sujet-là. Moi, j'aurais quand même tendance à dire que ce qui manque aujourd'hui, c'est comme pour la surélévation aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir finalement une structuration des métiers qui puisse avoir lieu en fait dans le cadre de ce métier-là. Aujourd'hui, les acteurs, hein, finalement de la construction sont assez peu positionnés, c'est quelque chose de nouveau, et il faudrait qu'il puisse y avoir un petit peu plus d'expérimentation pour permettre justement d'identifier dans quelle mesure on arrive à réaliser facilement ces opérations. Moi, je pense qu'on peut avoir, on a beaucoup de leviers, mais aujourd'hui, en fait, il faut pouvoir expérimenter un petit peu plus. Sur le texte de loi, là-dessus, il y a plein de mesures. Il y a plein de mesures différentes. On parle là de l'indemnité, il y a des aménagements sur le PLU, il y a la capacité même si j'ai pas l'unanimité, à pousser une transformation. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui sont très différents, très disparates, qui sont des éléments qui étaient des points de blocage. Donc là, c'est le bon point. C'est une boîte à outils, comme on dit, hein. Voilà, exactement. C'est une boîte à outils qui permet de débloquer un certain nombre de situations, mais qui va permettre de faciliter quelques transformations, mais on n'est pas dans une logique industrielle. On est dans une logique unitaire dans laquelle le texte de loi facilite la transformation. Donc moi, l'esprit est plus que ça aide, mais il faudrait avoir une vision un peu plus nationale et plus industrielle. Puisque tu parles de massification, tu n'as pas prononcé le mot, j'utilise, oui, hein, ou d'industrialisation, est-ce qu'on peut imaginer, je n'ai pas l'impression que ce soit à la mode, mais des aides publiques, alors qui pourraient être de l'État ou des collectivités locales, en tout cas, est-ce qu'un investisseur peut avoir la nécessité d'être financièrement aidé? À vous écouter, j'ai l'impression que oui, mais est-ce que c'est réaliste et est-ce que c'est une demande qui a déjà été émise, ça?
Après, il y a des solutions de démembrement de propriété, il y a des solutions. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de solutions potentielles. Et le financement, oui, est un vrai enjeu. Donc, je pense que oui, il doit y avoir des solutions assez mixtes qui devraient permettre. Mais aujourd'hui, là, je rejoins un peu Nicolas, c'est-à-dire qu'on est encore une fois, on est dans des initiatives individuelles. Il y a des Novaxia qui sont positionnés, on a des logiques de mairie qui sont encore en train de se poser des questions. On n'a pas de vision globale de comment ça se passe. On sait à peu près qu'il y a, je crois que c'est 350 000 mètres carrés par an qui contribuent à 2% des besoins de nouveaux logements. Donc, on est dans des phénomènes très, très petits, quelque part. On rejoint la question des niches. On est dans la niche. Si on veut vraiment se donner une ambition, il va falloir effectivement penser global. Et là-dessus, je pense qu'on n'en est qu'au début. Hein. Blaise, Nicolas, j'ai en tête un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, mais si on transformait la moitié des 4,6 millions qu'on estime disponibles aujourd'hui, vacants, on ferait quelque chose comme 40 000 logements. Alors, tout ça, c'est de la théorie, puis il faut déjà la moitié, c'est pas rien. Il faut convaincre bien des investisseurs, mais on peut imaginer cette équation, elle est à peu près juste. Moi, je crois entre les prix qui baissent, la facilité par rapport aux contraintes, des vraies analyses de besoins dans lesquelles on pourrait valoriser des modèles, des investisseurs qui, comme Novaxia, arrivent à faire parce qu'ils ne raisonnent pas que de transformer en logement, hein, ils transforment en hôtel, ils transforment avec une expertise de transformation des usages. Et une loi qui pourrait aider, mais globalement, je pense que c'est plutôt une logique économique qu'il faut retrouver. Même l'usage des cœurs d'îlots dans l'immeuble. Enfin, si on prend l'immeuble et qu'on prend sa centralité, il y a plein de nouveaux usages qui sont des salles partagées. Enfin, je veux dire, donc à mon avis, on doit pouvoir inventer de manière industrielle des nouveaux modèles qui permettent d'atteindre des 50% de transformation, oui. Mais ça restera par rapport aux besoins de logement en France. Même chose que Didier, ça restera une petite partie qui permettra d'aider, mais ce n'est pas la panacée. Une idée encore, alors c'est plus pour l'avenir, mais on voit bien, et ça fait partie de la logique de simplification que souhaite le gouvernement. L'histoire des territoires engagés nous renvoie à ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer pour les JO et les JOP. Hein. On a pris ce laboratoire en quelque sorte où on a dit il faut aller vite, faire les choses à la fois bien, simplement. Et visiblement, on est en train d'y arriver. Donc, Gabriel Attal dit on va copier ce bon exemple dans un certain nombre de territoires engagés. Alors, il y a notamment l'idée de la réversibilité du permis de construire. Ça, c'est un sujet intéressant qui veut dire réversibilité technique. Ça renvoie aux compétences que vous évoquez tous les deux. Il va falloir apprendre à faire des immeubles qui ont une destination, mais pourraient en avoir une autre parce qu'il y a des évolutions, et avoir cette souplesse, y compris technique. Je rappelle que les immeubles de Saint-Denis qui vont loger les athlètes, leurs équipes, des bureaux, vont devoir être transformés en quelques milliers de logements et que techniquement, ça va se faire. On a prévu tout ça, quoi, et administrativement aussi. Ça, c'est des évolutions qu'il faut avoir en tête. Oui, complètement. Et d'ailleurs, parfois, en matière si on a trop de difficultés en matière de transformation de bureaux, logement sur certains immeubles, ça peut être également une idée que finalement, on fait le deuil finalement de la transformation, on va démolir. Et par contre, si on démolit, qu'on reconstruit en fait justement avec une réversibilité ultérieure, ça peut permettre d'éviter justement les erreurs passées. C'est ça. D'une façon relativement efficace. Mais effectivement, c'est également un champ d'intervention qui est aujourd'hui à développer. Et Nicolas, ce sera ma dernière question parce que l'heure a tourné. Ensuite, Benjamin aura le mot de la fin. La démolition, parce que tu viens de l'évoquer, et de toute façon, je voulais mettre ça dans le débat. On parle de transformer, c'est-à-dire utiliser l'existant et de le faire évoluer. Ça vaut aussi pour la surélévation, ça vaut pour le sujet des maisons qu'on a évoqué. Est-ce que si la rentabilité de l'opération, si la faisabilité technique ne sont pas au rendez-vous, on n'a pas intérêt à abattre l'immeuble? Et est-ce que démolir aujourd'hui, c'est audible et c'est écologiquement audible? C'est de moins en moins audible. Et je pense quand même que, certes, on aura toujours, comme je le disais, parfois des arbitrages qui vont passer par la démolition. Ceci dit, si on regarde aussi les volumes de production qui ont été opérés ces dernières années en matière de transformation de bureaux vers une autre destination, on reste sur des volumes qui sont supérieurs
que dans le cadre de démolition de bureaux via d'autres destinations. Donc finalement, le mouvement était déjà enclenché en matière de transformation d'immeubles. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins audible et les acteurs qui aujourd'hui investissent sur le sujet, encore une fois, l'ont bien pris en considération. Donc on est sur des critères ESG qui tendent à être de plus en plus importants et donc par conséquent, effectivement, moi je crois que c'est surtout sur la transformation d'immeubles que les choses vont le plus évoluer. D'accord. Alors moi je voudrais vous remercier et puis me faire l'écho de nombreux messages de félicitations. Donc c'est à vous qu'elles vont, ces félicitations, pour la clarté et le côté très opérationnel de tout ce que vous avez dit. Voilà. Donc, je pense qu'on aura fait le job. Je retiens, mais avec beaucoup de finesse d'analyse de la part de chacun d'entre vous, que ces voies qui ont été indiquées, cette volonté marquée du gouvernement, ça n'est pas irréaliste. Vous avez aussi su relativiser ce que ça apporterait. Je reprends les mots entendus tout à l'heure, ça ne va pas relancer le logement, ça ne suffira pas, loin de là, mais ça n'est pas à négliger, et qu'il s'agisse de la construction de maisons dans le jardin, de la surélévation ou de la transformation de bureaux en logement. Donc moi, je voudrais vous remercier tous les quatre, et au nom de ceux qui nous ont suivis et en mon nom. Et je passe la parole à Benjamin qui aura aussi la mission d'annoncer la date suivante, car lui, il a en tête. Merci évidemment à tous les quatre. Comme l'a dit Henri, nous avons évoqué que cela ne suffira pas et que on aura besoin évidemment de tous les acteurs de l'immobilier pour pouvoir répondre à la demande de logement en France. Et je crois que vous avez abordé de nombreuses solutions qui vont nous demander à tous les professionnels de l'immobilier beaucoup de travail pour y arriver, mais on est optimiste et dynamique sur le sujet. On aura le plaisir de vous attendre le 9 avril 2024 pour une nouvelle conférence où on vous attend nombreux. Merci à tous, bonne soirée. Merci beaucoup, bye bye. Et l'apéritif, chacun chez soi, c'est ça la règle des visioconférences.